Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat, une édition du 22h spéciale en grande partie consacrée ce soir au discours de politique générale de François Fillon. Devant les députés, le Premier ministre ne renie rien d'hier et promet de concilier poursuite des réformes et rigueur budgétaire. La gauche dénonce en chœur les échecs de ce gouvernement qui s'entête. Débat à suivre et analyse politique d'Arlette Chabot. Y a-t-il un nouveau François Fillon ou est-ce simplement le retour de Fillon-François? À voir tout à l'heure. Et pendant ce temps, l'inquiétude et la fébrilité gagnent en Irlande et au Portugal, où le pays a enregistré aujourd'hui la plus importante grève de son histoire contre l'austérité du jamais vu depuis 22 ans. Des images également impressionnantes en Grande-Bretagne. Nous en parlerons bien sûr avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud tout à l'heure. Bonsoir et merci d'être avec nous en 45 minutes et sur un ton offensif. François Fillon a développé cet après-midi devant les députés sa philosophie de l'action. Il tiendra le cap de la réforme et celui de la rigueur budgétaire, a-t-il dit. Il a fait claquer les mains des députés UMP. On est loin du Fillon 2007 qui avait été jugé plutôt tiède. Marie Brémaud. L'entrée du capitaine fut généreusement saluée. En retour, François Fillon dédia ses premiers mots à ses fervents supporters. J'ai l'honneur de servir notre pays sous l'autorité du président de la République en m'appuyant sur une majorité à laquelle je voudrais ce soir rendre hommage. Très en forme et en verve, le Premier ministre s'est même osé à quelques envolées lyriques. On ne va pas au vrai par une route oblique, écrivait Victor Hugo. La route François Fillon, il la voit clairement aux côtés des élus UMP qu'il a voulu mobiliser. Il s'agit de tenir ensemble un cap. Tenir le cap. Durant les 10 premières minutes à tribord, les députés se sont clairement manifestés. Et puis peu à peu, nombreux sont ceux à avoir lâché la barre. François Fillon a alors tenté de réchauffer l'atmosphère du côté de l'opposition. C'est étonnant de voir l'impatience qu'il y a sur les rangs de la gauche à voir mis en œuvre une réforme que la plupart d'entre eux ont combattue et n'ont pas votée. Le nouveau patron de l'UMP avait promis à François Fillon un soutien digne d'une rockstar. Le show n'a pas tenu ses promesses. À l'Assemblée, très vite, ce fut le calme plat. Sait-on jamais peut-être avant la tempête. Et beaucoup de réactions ce soir à droite et à gauche après ce discours de politique générale du Premier ministre. La première secrétaire du Parti socialiste, Martine Aubry, était l'invitée du 20h de France 2. Elle dénonce un discours éloigné des préoccupations des Français. On l'écoute. François Fillon se félicitait du taux de chômage. On croit rêver, se féliciter de l'augmentation du pouvoir d'achat, se féliciter même de la baisse de l'insécurité. Moi, je pense à tous ces jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas de travail, à tous ces seniors qu'on met en dehors des entreprises, à toutes ces familles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Vraiment, je crois qu'elles vivent, enfin en tout cas elles ont l'impression que M. Fillon vit dans un autre pays, comme le président d'ailleurs. Le décodage politique avec Arlette Chabot. Bonsoir Arlette. Bonsoir. Alors est-ce que c'est le nouveau François Fillon qui est arrivé? C'était le petit jeu de la journée, le test comparatif entre le François Fillon 2007 face au François Fillon 2010 dans l'exercice imposé, comme on dit, en patinage de la déclaration de politique générale. Alors d'abord, le contexte est évidemment totalement différent. On se souvient qu'en 2007, on avait été étonné de voir que celui qu'on appelait déjà presque le vice-président, c'est-à-dire secrétaire général de l'Élysée, avait fait la feuille de route la veille de la déclaration de politique générale. François Fillon avait été traité de collaborateur par le président de la République, donc il était venu devant les députés expliquer la réforme voulue par Nicolas Sarkozy à des élus qui auraient préféré sans doute entendre à l'époque Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, évidemment, c'est totalement différent. On a vraiment vu un Premier ministre s'adresser aux parlementaires, donc chef de la majorité, surtout aux députés UMP qui ont beaucoup plaidé pour qu'il reste à Matignon, évidemment. Et puis on a vu aussi un vrai Premier ministre chef du gouvernement qui donnait des missions aux ministres qu'il citait les uns après les autres, un gouvernement resserré comme il voulait, débarrassé de ceux qui l'ennuyaient, de son rival Jean-Louis Borloo. Donc tout est différent et tout est pareil parce que François Fillon, c'est François Fillon. Évidemment, il parle et il plaide en faveur de la continuité, de la durée. C'est comme ça qu'il a convaincu le chef de l'État de le garder à Matignon parce que c'est mieux pour la réforme de la France. Donc c'est le même et qui parle de quoi? De ce dont il parle depuis 2007, c'est-à-dire la nécessité de réduire le déficit, qui parle de vertu budgétaire, de rigueur budgétaire. Donc il garde son image de gestionnaire sérieux, ce qui ne fait pas plaisir, ce qui n'emballe pas la gauche et peut-être aussi que la majorité préférait qu'il soit un peu plus audacieux.
Alors, le même François Fillon qui a cité 12 fois Nicolas Sarkozy, certains diront seulement 12, une vingtaine, il a prononcé une vingtaine de jeux. Quel signe faut-il voir? Est-ce qu'il prend ses distances? Je, parce qu'il est plus fort. Donc, évidemment, il dit je, il dit nous aussi en parlant à sa majorité. Mais en fait, aujourd'hui, on a bien compris, l'histoire de l'hyper-premier ministre est une plaisanterie. On sait très bien qu'un vrai Premier ministre, comme il l'est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un rééquilibrage dans le fonctionnement de la Ve République, c'est la tradition qui revient. En même temps, le Premier ministre, il est là pour appliquer ce qu'a dit le Président de la République. C'était il y a une semaine à la télévision. Donc on avait déjà la liste des réformes, que ce soit la dépendance, la fiscalité, la justice. Voilà, il fera des réformes. C'est le mot, en revanche, qui est revenu le plus souvent parce que ça sera un des thèmes de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Moi, j'ai réformé la France. Moi, j'ai eu le courage de réformer jusqu'au bout. C'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il a envie de faire. On verra s'il peut effectivement réaliser cette ambition. Et ce soir, on a bien compris que tout est vraiment installé. C'est-à-dire, il y a François Fillon à Matignon qui va faire les réformes. Il va gérer pendant que le président sera entre le G20 et le début de sa campagne présidentielle. Puis il ne faut pas oublier Jean-François Copé qui, lui, va tenir le parti. Et tout ça, c'est sur l'entrée de l'autoroute de 2012. Et vous l'avez dit, et Arlette, ce soir, enfin tout à l'heure, François Fillon qui avait commencé en disant « J'ai l'honneur de servir mon pays sous l'autorité du président de la République ». C'est ça la Ve République. Tout est clair. Merci beaucoup Arlette. Alors la suite du 22 ans, on va continuer évidemment à parler de ce sujet, de ce discours sur la forme et aussi sur le fond. Mais d'abord, on va regarder ces images au Sénat pendant que le Premier ministre délivrait son message aux députés, le nouveau ministre de la Défense et numéro 2 du gouvernement Alain Juppé a lu le même texte devant les sénateurs. Et puis demain, jeudi, François Fillon sera au Sénat pour un discours plus court avant de demander, là encore, l'approbation de la Haute Assemblée par un vote. Et aujourd'hui, sur le fond, vous l'avez dit Arlette, pas de vraie surprise ni d'annonce dans le discours du Premier ministre. Ce dernier a pleinement revendiqué son bilan depuis 2007, affirmant sa volonté intacte de concilier poursuite des réformes et rigueur budgétaire. On fait le point avec Sophie Normand. Nicolas Sarkozy avait annoncé un débat sur la dépendance. François Fillon l'élargit à toute la protection sociale et y associe les acteurs privés, mutuelles et assurances. Cette concertation devra examiner les voies et les moyens de réguler les dépenses de santé, de fixer la part des régimes obligatoires et complémentaires et de diversifier les modes de financement. L'une des priorités du gouvernement, relancer la croissance. Il faut donc pour François Fillon renforcer la compétitivité des secteurs stratégiques. Le transport, l'aéronautique, la construction automobile, l'agroalimentaire, l'énergie nucléaire, voilà les atouts de la France sur lesquels nous allons miser. La France proposera à l'Union européenne la création de 2 fonds européens, l'un de capital risque en faveur des entreprises innovantes, l'autre de brevets pour valoriser les résultats de la recherche. La croissance passe aussi par l'emploi, celui des jeunes et d'une meilleure insertion professionnelle. François Fillon mise notamment sur l'alternance. Aujourd'hui, nous avons environ 600 000 jeunes en alternance. Eh bien, nous nous fixons l'objectif de doubler ce chiffre. En matière de justice, François Fillon ouvre le débat sur la place des jurys populaires. Quels délits peuvent donner lieu à des formations de jugement impliquant la participation d'assesseurs issus de la société civile ? Faut-il envisager un seuil de gravité? Est-ce en première instance ou seulement en appel? Il a également évoqué la présence de citoyens aux côtés des juges lors des décisions de libération conditionnelle, ajoutant un nouveau thème de réflexion, le fonctionnement des cours d'assises. Et on accueille tout de suite nos invités politiques. Toutes deux étaient cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. L'une a probablement applaudi chaleureusement le Premier ministre au cours de la standing ovation à laquelle il a eu droit, tandis que sa collègue socialiste probablement fulminée contre ce que la gauche appelle les contre-vérités du gouvernement. Pour l'UMP est avec nous Chantal Brunel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, députée de Seine-et-Marne. Avec nous pour le Parti socialiste, Marie-Lise Lebranchu. Bonsoir. Bonsoir. Députée socialiste du Finistère, ancienne ministre de la Justice et, dois-je le rappeler, proche aussi de Martine Aubry. Chantal Brunel, est-ce qu'en pénétrant dans l'hémicycle, vous avez eu un doute? Non, non. J'ai trouvé... J'allais dire sur François Fillon, c'est toujours le même? Oui, bien sûr. Vous savez qu'il est... Vous n'avez pas été surprise? Vous n'avez pas dit où est le vrai? Non, il est... Je veux dire, c'est l'homme qu'on entend régulièrement le mardi, salle Colbert, dans notre réunion de groupe. On l'avait, je veux dire, c'est le même. Rapidement, sur la forme,
j'ai trouvé que le discours était de haute tenue, qu'il y avait du souffle. Et sur le fond, bien c'est la continuité dans la réforme avec 3 thèmes principaux. La croissance et l'emploi dans une mondialisation exacerbée. Ces 2 réformes, la réforme de la dépendance et de la fiscalité. Et puis c'est la réduction de la dette. Voilà, c'était les 3 détails. Juste, c'est un discours pour remobiliser ces troupes, pour les galvaniser, ou c'est un discours... Non, c'est un discours d'étape, si vous voulez. C'est un peu différent entre un discours en début de quinquennat et un discours au bout de 3 ans. C'est un discours d'étape, donc il a parlé du bilan et il a dressé les perspectives des 18 mois qui restent. Un discours d'étape, selon vous, qui répond aux préoccupations des Français? Moi, je fais la part des choses. Sur la forme, effectivement, il y a des choses intéressantes. Mais il n'y avait pas... Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de fond, en revanche. J'étais assez surpris. C'est plus grave, hein. Connaissant... je ne le connais pas, mais voyant le Premier ministre depuis maintenant plusieurs années au banc, j'étais assez surprise qu'il soit plus sur le discours général de la justification quand même de ce qui s'est passé. Alors c'était difficile sans doute pour lui de faire autrement. Et quand vous dites étape, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la seconde étape, parce qu'il y a des morceaux de réforme. Alors la garde à vue, c'est obligatoire, on doit la faire. Moi, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de diminuer le nombre des jurés en cour d'assises. Vous ne voyez pas la vision, vous ne voyez pas la... Et puis, en revanche, vous voyez, sur la dépendance, on sent bien, mais le président de la République avait ouvert le sujet hier, donc ce n'était pas un sujet nouveau aujourd'hui. C'était la suite l'idée, d'hier. si vous voulez, c'est que... Ce que le dit, je n'ai juste pas fini. Sur la dépendance, on voit bien quand même qu'on va passer... de l'APA, c'est-à-dire l'aide droit universel, à un droit ouvert aux assurances privées. Et moi, je reste persuadée que c'est la plus grande des orientations de ce discours. On va parler de ce thème. Mais Chantal Brunel, et les Français, la gauche avait reproché notamment à Nicolas Sarkozy, pendant son allocution télévisée de 90 minutes, de ne pas avoir assez parlé emploi. Est-ce que selon vous, François Fillon, aujourd'hui, a rectifié le tir et parlé plus des sujets qui concernent les Français? Oui, de toute façon, ce gouvernement... Oui, il a rectifié le tir. Oui, je ne sais pas, mais je veux dire, la stricte vérité, c'est que ce gouvernement est attendu sur l'emploi. Et d'ailleurs, nous gagnerons la prochaine élection présidentielle si on arrive aussi à baisser le chômage et à refaire l'emploi. Alors, il y a beaucoup de mesures financières sur l'emploi. Moi-même, je suis à la Commission des Finances, rapporteur spécial sur la mission Travail-Emploi. Il y a quand même 12 milliards, beaucoup de contrats aidés. Mais l'emploi suppose aussi qu'on prenne des mesures en faveur de notre compétitivité, car on est dans un monde... Sur ce thème-là, vous trouvez que le discours a été convaincant ? Alors moi je ne suis pas convaincue, mais je ne suis pas convaincue ni par le discours de Nicolas Sarkozy ni par celui de François Fillon, parce que je ne vois toujours pas la France rentrer dans la politique industrielle. C'est-à-dire qu'on ne réussit pas à sortir du choix du travail, de la division du travail qui a été faite à un moment, la production industrielle en Allemagne, l'économie des services. Alors quand j'étais au gouvernement, déjà j'avais une forte pression pour favoriser l'économie des services. Pour regarder même l'évolution de la taxe professionnelle, l'industrie va payer moins en termes de taxe professionnelle, on dit tiens tant mieux, mais on regarde que les services et professions libérales, mais les services vont payer plus et que les maires vont avoir intérêt à accueillir l'économie des services. Moi je crains beaucoup la marchandisation des services à la personne, l'économie des services et un manque d'énergie sur la politique industrielle. Le sujet de notre pays, c'est qu'on a une épargne importante et qu'il faut que l'épargne des Français aille vers l'investissement productif. Et on a quand même mis 30 milliards dans le plan de relance, le grand emprunt, pour les emplois de demain, les emplois à haute technologie. Je crois quand même qu'il y a une véritable volonté. On a fait des pôles de compétitivité. C'est très difficile parce qu'on a un retard, c'est sûr. Oui, Marie-Lise Lebranchu, il y a le fond et il y a la forme. On a vu, lors du remaniement, on a souvent parlé d'une équipe de combat. Là, lors de ce discours, on parle d'un François Fillon offensif, presque un discours de campagne pour 2012. Et on a envie de vous dire, et la gauche, et le Parti socialiste, est-ce que vous, qui êtes proche de Martine Aubry, vous n'avez pas envie de lui souffler à l'oreille, mais bouscule le calendrier des primaires? Où est l'homme ou la femme qui va venir présenter nos idées pour 2012 qui arrive? Non, parce que moi, je crois toujours au collectif, et ça fait longtemps, ça doit faire quand même quelques dizaines d'années. C'est comme ça qu'on gagne je ne crois pas à l'homme ou à la femme providentielle. Je n'ai jamais cru à ça, je n'y croirai jamais. Mais je pense que le Parti socialiste a intérêt à travailler jusqu'au bout, parce que ce n'est pas terminé, et y compris dans les commentaires des uns et des autres, on le voit bien, un véritable projet. D'ailleurs, ce que Nicolas Sarkozy avait bien fait avant 2007, avec ses équipes, et à faire attention à ce que si le Parti socialiste suit le calendrier de Nicolas Sarkozy,
Bon, après tout, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout, comme disait Laurent Fabius? Puisque vous parlez de la candidature, tout à l'heure, Martine Aubry, au 20h de France 2, voilà, a dit que le Parti socialiste allait proposer une candidature véritablement collective, ensemble. Voilà, il faut réfléchir. Ni contre Ségolène Royal, ni Dominique Strauss-Kahn. Voilà, ces trois-là, au moins, ont décidé d'en discuter parce que, à la limite, est-ce que le projet doit primer sur le candidat? Oui. Est-ce que le candidat doit être très bon? Sans doute. Et nul ne peut dire aujourd'hui ce qui sera le meilleur pour nous. Ce qui me frappe, c'est que vous avez eu un document qui est sorti par Benoît Hamon, et comme dit Sapin, vous faites la liste des courses avant de regarder ce qu'il y a dans le portefeuille. Vous êtes contente? Non, tant mieux, non? Moi, ce que je veux dire, la tradition de la gauche est de vider les caisses qui sont pleines quand elle arrive au pouvoir. Là, vous ne pouvez pas dire ça, Mme Bruyère. C'est là, ces caisses sont vides. En 2002, les caisses étaient pleines. On est arrivé en 97 parce que Jacques Chirac ne réussissait pas à faire le budget, donc il l'a dissous. Quand on est parti, les caisses étaient loin d'être vides, parce qu'on avait quand même tous les équilibres étaient atteints. Et là, les caisses sont vides. Donc, Chantal, vous allez rester avec nous pour le prochain plateau. Chantal Rounet, parce qu'on moque un petit peu les divisions à gauche, mais parlons quand même des remous au sein de la majorité. Est-ce que ce n'était pas aussi un discours pour remobiliser? Je vous le dis parce qu'il y a l'affaire Karachi, qui n'en finit pas. Il y a le je t'aime moi non plus des centristes, et puis il y a le double sacre de Copé. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça peut être un caillou dans la chaussure de François Fillon? Moi, je crois qu'il faut rassembler la majorité présidentielle. Oui, mais ce ça, que c'est je un peu regrette. langue de bois. Non, c'est pas langue de bois. Je vais vous dire quelque chose. Moi, pour le parti, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on nous parle de tendances et de courants. Faisons vivre le débat plus largement. Mais attendez, nous on a gagné parce qu'on était rassemblés, la famille. Ne copions pas ce que fait le Parti socialiste. Et il y a des tendances centrifuges aujourd'hui à l'UMP que je désapprouve profondément. Le débat est très large. Il y a des centristes qui nous regardent et qui font des bons en disant que vous avez rassemblé la famille. Alors, non, mais il faut qu'on rassemble la famille. Mais la famille était unie et là, on a des forces centrifuges. Le débat, oui, un très grand débat. C'est ce qu'a dit d'ailleurs ce soir Jean-François Copé qui s'est exprimé. Mesdames, je vous propose de rester avec nous. Dans un instant, on va accueillir un nouvel invité. C'est l'économiste Olivier Pastré. On va écouter François Fillon plus en détail sur la politique économique du gouvernement. On l'écoute. En décidant de consacrer 35 milliards d'euros aux investissements d'avenir, nous allons renforcer ces secteurs stratégiques. D'un côté, ces investissements massifs pour aller chercher la croissance sur les segments les plus porteurs de l'économie, et de l'autre, la rigueur budgétaire pour réduire nos déficits. Voilà tout l'équilibre de notre politique économique. L'économiste Olivier Pastré est avec nous. Bonsoir, bienvenue à vous. Alors on va préciser aux téléspectateurs que vous avez participé à un exercice plutôt particulier puisque vous vous êtes mis avec d'autres, de vos confrères comme Jean-Hervé Lorenzi, dans l'impôt de François Fillon pour rédiger une sorte de déclaration virtuelle, imaginaire de politique économique. On la voit, c'était dans les Échos. Est-ce que vous avez été très ambitieux dans votre discours? Comment vous avez trouvé celui de François Fillon? Extraordinairement plat. Notre exercice n'était pas virtuel, il était le point de vue de trois économistes sur qu'est-ce que la France peut faire dans une crise économique gravissime. La France où elle ne fait rien, et c'est ce que j'ai entendu cet après-midi, ou des bricoles, ou alors elle rebondit, elle fait des investissements dans les industries d'avenir, elle réforme le marché du travail, elle réforme la santé de manière très significative. Tout cela, selon vous? C'était low profile de chez low profile. Je n'ai pas entendu la même chose. Il a dit très fortement qu'il fallait réduire les dépenses. Mais non, attendez, ça franchement... Vous ne pouvez pas dire réduire les dépenses. Le puritanisme budgétaire n'est pas d'actualité. Ou on est dans une crise, ou on n'est pas dans une crise. Si on n'est pas dans une crise, on fait ce qu'on veut, ça n'a aucune espèce d'importance parce qu'on n'est pas dans une crise. On est dans si on est dans une crise qui est une crise gravissime, et on a l'œil international qui nous regarde. À ce moment-là, madame, il faut récupérer de la dépense publique, c'est-à-dire faire des économies, donc faire des réformes. C'est ce qu'on fait massivement. On essaye de le faire. C'est pas ce que j'ai entendu. C'est pas ce que j'ai entendu aujourd'hui. On a peut-être deux oreilles différentes, mais et on investit dans l'avenir. Mais on donne envie aux Français de sortir de la crise, de travailler plus pour gagner plus. Est-ce que je peux me permettre, parce que j'entends Marie-Lise Lebranchu qui a l'air de boire du petit lait, est-ce que le Parti socialiste, selon vous, a un projet plus crédible sur le plan économique? Marie-Lise Lebranchu.
Non, je comprends ce qui est dit, sauf que je reste persuadée aujourd'hui que on parle toujours des dépenses, mais qu'on parle jamais des recettes ni de ce qu'on doit faire de la recette. Moi, qui ai plus de 4 milliards, par exemple, sur les heures supplémentaires défiscalisées, en pleine période de crise, je trouve ça aberrant. Et je préférerais qu'on ouvre quelque chose pour les jeunes ou sur la politique industrielle. Il y a quelques niches fiscales qui sont touchées, très peu. Donc, il y a plus de 5 milliards de niches fiscales sur le logement qu'on pourrait récupérer pour éviter que les gens soient aussi mal logés et d'ailleurs se désintéressent totalement de la politique. S'il y avait une annonce que vous attendiez aujourd'hui, voilà. Une annonce ou un axe, qu'est-ce que vous auriez retenu? Si vous m'autorisez, je vais en donner deux. Un investissement massif dans l'université. Voilà. Mais massif. Mais le grand emprunt. Attendez, Olivier Passerelle, le grand emprunt, quand même, il consacre une grande partie à la recherche. C'est rien. Je veux dire, vous me posez une question, acceptez que je réponde. Mais tout à fait. Un investissement massif. Et vous on a accumulé, madame. Et vous trouvez l'argent où? On m'a posé une question, j'y réponds. D'accord? Un investissement massif dans l'éducation, c'est-à-dire, allez, on va dire 10 milliards. 10 milliards. On les retrouvera. La deuxième chose, le logement social. Il n'y a aucune autre priorité en France, il y a à mes yeux aucune priorité plus importante en France que de faire en sorte que les gens qui sont mal logés soient moins mal logés. C'est pas simple. On a fait 120 000 logements sociaux. Mais on va vous donner une médaille. Non, mais si vous voulez, pas qu'on n'a rien fait, monsieur. Je suis désolé, j'ai écouté le discours. C'est un avis, c'est l'avis de l'économiste Olivier Passerelle qui va rester avec nous parce que nous allons parler d'une autre actualité très importante, internationale et surtout européenne. Je vous remercie beaucoup, mesdames, d'avoir été les invités du 22h. Donc on parle tout de suite de l'actualité internationale et européenne avec l'inquiétude et la fébrilité qui gagnent en Irlande et au Portugal où le pays a enregistré aujourd'hui la plus importante grève de son histoire contre l'austérité du jamais vu depuis 22 ans. On a vu aussi des images impressionnantes en Grande-Bretagne. On en parle avec Jean-Luc Gombaud juste après le tour de l'info, justement, en grande partie consacré à cette actualité. Dans les prisons, les blocages continuent. Aujourd'hui, les accès d'une cinquantaine d'établissements pénitentiaires ont été perturbés dans toute la France. Les surveillants réclament plus de moyens et plus d'effectifs. Les syndicats souhaitent un moratoire sur la fermeture annoncée d'une cinquantaine d'établissements, alors que seule une vingtaine d'ouvertures sont prévues. Si vous voulez acheter une voiture propre, vous aurez un peu plus de temps pour vous décider. Le gouvernement a voulu faire un geste pour le secteur automobile. Toutes les voitures commandées avant la fin de l'année pourront bénéficier du bonus-malus écologique, même si celles-ci sont livrées en 2011. Un report qui satisfait les professionnels car il clarifie la situation pour les concessionnaires. Le bonus écologique permet d'économiser jusqu'à 1 000 €. Dans l'affaire du Mediator, les sénateurs communistes ont demandé la création d'une mission d'information sénatoriale. Plusieurs victimes ont déposé plainte au pénal contre X devant le tribunal de Nanterre. On s'achemine vers une enquête du pôle santé du parquet de Paris. Le Mediator, un médicament pour diabétiques en surpoids, mais utilisé aussi par des non-diabétiques, aurait fait environ 500 morts en France en plus de 30 ans. En Europe, la rigueur a du mal à passer. En Grande-Bretagne, plusieurs milliers d'étudiants sont descendus dans la rue pour s'opposer au triplement des frais d'inscription annoncés par le gouvernement. Des images rares dans un pays peu habitué au débordement. En marge des manifestations, des heurts ont éclaté avec la police. Au Portugal, la grève générale a été un véritable succès. Elle a rencontré la plus forte adhésion jamais connue. Le pays a été quasiment paralysé. Tous les vols commerciaux à l'arrivée ou au départ du Portugal ont été annulés. Enseignants, cheminots, mais aussi pompiers, artistes ou médecins, ils voulaient tous s'opposer au plan d'austérité du gouvernement. Il prévoit de réduire le déficit de 9,3% en 2009 à 4,6% d'ici l'an prochain. Des économies drastiques, c'est ce que va devoir aussi faire l'Irlande dont le plan de rigueur vient d'être dévoilé. 25 000 emplois publics seront supprimés, les impôts vont augmenter et le salaire minimum baisser. Le gouvernement a prévu d'économiser 15 milliards d'euros en 4 ans. Notre chroniqueur Jean-Luc Gombaud nous a rejoint. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. On vient de le voir dans ce tour de l'info de Bérengère Dinglas. En Europe, la rigueur a du mal à passer. En Irlande, le plan d'austérité a été présenté. Quelles peuvent être les suites maintenant ?
Alors les suites, on ne les connaît pas. Il faut d'abord savoir s'il va être voté, ce plan. Il faut se rendre compte de l'ampleur des sacrifices et de la politique de rigueur qui va démarcher maintenant en Irlande. 15 milliards d'euros sur 4 ans, dont 10 milliards d'économies budgétaires. Si on veut comparer avec la France, c'est pratiquement des sacrifices qui doivent être de l'ordre du triple relativement au PNB de ce qui va se passer en France ces 3 prochaines années, et 5 milliards d'impôts nouveaux, avec notamment une hausse de la TVA. La grande question qui va se poser pour l'Irlande, c'est non seulement les questions politiques générales, bien entendu, mais aussi sur le taux de croissance. Vous savez que l'Irlande sort d'une dépression profonde, puisque le PIB a baissé de plus de 7% l'année dernière, et les prévisions de conjoncture donnent plus 1,5% pour l'année prochaine. Il n'a pas changé, M. Cowen n'a pas changé ses prévisions de conjoncture pour l'année prochaine, alors qu'il est sur un plan de rigueur absolument drastique. La question est de savoir donc est-ce qu'ils vont pouvoir redresser leur économie malgré cette politique de rigueur. Et d'autre part, le plan de sauvetage de l'Europe n'est pas définitivement acquis parce qu'il va dépendre, il sera débloqué si jamais le plan de rigueur qui a été présenté aujourd'hui est voté par le Parlement irlandais. On va parler de ce qui se passe actuellement ailleurs en Europe. D'abord, Olivier Passeret, est-ce que c'est la bonne méthode, ces plans de rigueur ? Mais je trouve, Jean-Louis, beaucoup trop subtil. Il faut partir du départ. Les Irlandais ont triché en faisant une politique fiscale qui était exorbitante du droit commun. Bon. Ils ont créé une bulle financière en développant leur banque au-delà du raisonnable. Donc aujourd'hui, il faut malheureusement, et je suis désolé pour les Irlandais, les personnes physiques. Il faut leur taper sur le doigt ? Non, mais il faut revenir à la normale. C'est-à-dire qu'il faut que l'Europe impose des nouvelles réglementations fiscales en Irlande, ce qui n'est pas facile compte tenu des équilibres politiques. Et il faut que les Irlandais se serrent la ceinture après avoir profité énormément de l'Europe. C'est un peu comme la Grèce. Je veux dire, il y a un moment où il y a le principe de réalité. Le retour du bâton. Voilà. C'est pas gai, mais il faut le faire. Et il faut surtout dire, et en particulier aux téléspectateurs, que l'Europe n'implosera pas. Je veux dire qu'on sera là pour défendre les Irlandais, même s'ils ont triché sur le plan fiscal pendant plusieurs années. Les Irlandais, peut-être aussi les Portugais. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe ailleurs en Europe? C'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe au Portugal? Donc aujourd'hui, grève générale, ce que les syndicats en France n'ont pas réussi à faire à l'occasion de la bataille sur les retraites. Les Portugais, eux, y ont réussi. On attend le budget 2011 qui va être présenté vendredi par le gouvernement. Là, il s'agit d'un programme d'austérité particulièrement fort, puisque ça correspondra à 3% du PIB, la réduction des dépenses publiques, 3% du PIB, ce qui est extraordinaire, avec des baisses réelles des salaires des fonctionnaires, des baisses de la santé. Ce qui se passe ailleurs en Europe, je crois que c'est important, c'est l'Espagne aussi. L'Espagne qui aujourd'hui a lancé un emprunt obligataire qui a dû payer 2 fois plus cher que lors de la dernière adjudication, ce qui prouve qu'elle est quand même en difficulté. L'Espagne qui nous a dit, le ministre Salgado a dit, mais entre nous et l'Irlande, la différence est un abîme, c'est-à-dire le fait que nous ne sommes pas du tout dans la même situation. Je ne sais pas si l'image de l'abîme, vu la situation dans laquelle nous trouvons, est tout à fait adéquate, mais c'est ce qu'elle a employé. Enfin, dernier point, en Allemagne, où Mme Merkel a répété encore aujourd'hui qu'il ne pouvait pas être question à partir de 2013 que les États viennent au secours des autres. Il faudra que les banques paient si elles ont mal prêté à un certain nombre de pays. Et enfin, la remarque du Premier ministre slovaque aujourd'hui, qui a dit ce que nous faisons aujourd'hui pour l'Irlande, eh bien ça, c'est une pyramide et c'est un château de cartes qui va s'effondrer. Donc tout ça, bonjour l'ambiance. Nous sommes donc dans des situations où... Merci beaucoup Jean-Louis. Malheureusement, on est pris par le temps. On a compris votre réflexion, Olivier Passeret. Merci d'avoir été avec nous. Et mon nom. Ce soir, aux 22h, très belle soirée. À vous sur Public Sénat, bien sûr. Bienvenue dans Tous au vert sur Public Sénat. Je rappelle le concept: 24 projets éco-citoyens sélectionnés partout en France, sélectionnés pour les mettre en compétition. Et à la fin, eh bien, il ne restera qu'un pour départager ces initiatives. 6 jeunes, 3 projets. On doit en choisir un au secours de la biodiversité. On va aller à Lille, des voitures à partager. Faire de l'eau avec du vent, ça paraît un peu fou, mais manifestement, ça marche. Tous au vert, c'est une nouvelle émission écolo présentée par Samuel Etienne, jeudi à 22h30 sur Public Sénat.
était dans son monde et on ne pouvait pas le suivre. Il fallait absolument détruire les asiles, mais il ne fallait pas pour cela qu'il n'y ait pas de soins. Ma grande crainte, c'est que Jean-Christophe ne soit plus soigné, mais qu'en fait, il se retrouve soit à la rue, soit en prison. Et on a baissé les bras et il s'est retrouvé à la rue. On peut être guéri dans 6 mois, comme on peut être guéri, Mathieu disait 20, 30 ans. Est-ce qu'on est encore prêt, dans la société actuelle qui va très vite, à prendre ce temps-là? Je pense aussi que des structures adaptées à chaque individu en quête d'aide pourraient faire éviter ces drames. Un monde s'en fout, un documentaire de Philippe Borel, samedi à 22h sur Public Sénat. Le sénateur maire socialiste de Lyon, Gérard Collomb, est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gérard Collomb, bien sûr, vous agissez à 2 niveaux. D'abord dans votre ville, que vous avez transformée, avec parfois des projets audacieux qui provoquent des levées de boucliers. Mais vous visitez régulièrement, bien sûr, Paris et la rue de Solferino, où vous n'êtes pas forcément très à l'aise. Plus modestement. Plus modestement. Hein. Et là, vous faites entendre notamment la parole décomplexée de la social-démocratie et vous plaidez bien sûr la cause de Dominique Strauss-Kahn. Votre parcours en 3 étapes au cours de cette émission. Dans un quart d'heure, Mathieu Croissando du Nouvel Observateur nous rejoindra pour vous interroger. Le Nouvel Obs qui justement publie un sondage sur celui qui se fait désirer, attendre au point d'en énerver beaucoup au Parti Socialiste. En tous les cas, DSK écraserait Nicolas Sarkozy en 2012. Ensuite, c'est Perrine Tarnaud de Public Sénat qui nous rejoindra pour des questions plus personnelles avec une petite surprise pour vous. Vous verrez en transition votre portrait par l'un de vos opposants lyonnais, un portrait acide. C'est pour tout à l'heure, en tous les cas. Bien. D'abord, Gérard Collomb, bien sûr, le discours de politique générale de François Fillon, vous l'avez entendu, il se dit, bien sûr, satisfait de son bilan et il annonce qu'il va poursuivre dans la même voie. Que lui répondez-vous? J'ai écouté le discours, puis j'avais l'impression que la gauche était au pouvoir jusqu'à présent. Parce qu'il a fait un constat qui était terrible. Il a dit les déficits, c'est terrible, l'Allemagne, on est en retard de compétitivité. Et il prenait tous les points un par un. Mais c'était quand même lui qui était au gouvernement depuis 3 ans. Puis il a participé à un certain nombre de gouvernements avant. Donc, depuis l'époque où la gauche était au pouvoir, on avait le temps de transformer la société, de la moderniser, comme il disait. Je n'ai rien vu. Et il n'a rien vu puisqu'il dit il faut se mettre à l'ouvrage. Donc vous contestez ce bilan, le bilan est très bon. Le bilan est très bon, si vous voulez, du point de vue de l'analyse, mais du point de vue des résultats pratiques, très, très mauvais, bien sûr. Alors j'ai noté quand même cet avertissement prononcé par le Premier ministre. Ceux qui sèment des illusions récolteront des désillusions. Et moi je me suis dit, ben voilà, c'est une phrase que vous auriez pu prononcer, Gérard Collomb, d'ailleurs que vous prononcez à destination de vos amis socialistes. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas promettre aux Français ce que l'on ne peut pas tenir. Et donc c'est la ligne que j'ai toujours incarnée. Mais entre l'espèce de résignation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, parce que franchement, moi je me souviens d'un certain nombre de discours de Premier ministre. Par exemple, j'étais très jeune, mais j'avais été marqué par le discours Chaban-Delmas, la nouvelle société. Là, j'avais plutôt l'impression de me retrouver avec Mesmer II. Donc évidemment, c'est pas aussi enthousiasmant pour l'avenir. Pourtant, il a mis comme première priorité la poursuite de l'effort budgétaire et de la réduction des déficits. Ça, vous approuvez ? Ah mais j'approuve, bien évidemment, mais ce n'est pas ce qui s'est fait. Je regardais les chiffres du 2e trimestre et on s'aperçoit que la dette publique a encore augmenté de 56 milliards. Donc c'est bien de dire qu'on va réduire les déficits. Mais lorsqu'on ne le fait pas et que la dette s'accroît, bah évidemment, ce n'est pas exactement la même chose. Vous voyez, par exemple, devant le Congrès des maires de France, je regardais un petit peu, j'écoutais ce que disait hier le président de la République, Nicolas Sarkozy, et je voyais qu'il appelait les élus locaux à la rigueur. Mais lorsque aussi, voilà, ça vous concerne. Mais bien sûr. Et lorsque je regarde comment la dette locale a évolué,
Au contraire, elle s'est rétractée. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre ce que fait l'État et ce que font un certain nombre d'élus locaux. Donc vous êtes d'accord sur l'effort budgétaire qu'il faut réaliser, mais vous dites non, pas les maires seraient exclus. Non, pas du tout. Vous savez, moi je présente un budget où les dépenses de fonctionnement vont augmenter de 1%, et en particulier pour la masse salariale. Ça veut dire qu'on fait des efforts tous les jours pour pouvoir préserver l'investissement dans nos communes. Si aujourd'hui les collectivités locales représentent encore 75% de l'investissement public, c'est largement parce que l'on est capable de faire ces efforts de rigueur. Alors vous avez constaté comme moi que le président de la République a tenté lors du Congrès des maires de France, où il est venu cette année, de renouer avec les maires. Il a eu un discours presque tout miel. Qu'est-ce que vous avez pensé de son discours off face aux journalistes quand il en a interpellé certains, mais vous, si vous étiez pédophile, etc. Martine Aubry se déclare choquée et inquiète, et vous? Vous savez, lorsqu'un président de la République traite des journalistes de pédophiles, ou en tout cas les interpelle comme cela, par une démonstration par l'absurde, extrêmement, oui, bien sûr, extrêmement brutalement, je ne suis pas sûr que ce soit le bon langage. Et je me disais, tiens, lorsque un certain nombre de ses collègues chefs de gouvernement le rencontrent dans les G20 ou les grandes manifestations, ils doivent quand même être un peu surpris par le style de la France et de son président. Vous lui demandez de faire un effort de style, y compris dans ses conversations off? Oui. Il avait essayé, si vous vous souvenez de son discours, il avait même employé les imparfaits du subjonctif pour montrer qu'il maîtrisait la langue. S'il pouvait aussi maîtriser l'esprit, ce serait bien. L'élan de réforme est intact, a affirmé François Fillon lors de son discours de politique générale. Et il a posé cette question d'ailleurs sous les huées de la gauche. De quoi pourrions-nous rougir? Qu'est-ce que vous répondez, vous? Est-ce qu'il peut rougir? Mais de quoi pourrions-nous rougir? Lorsque, par exemple, je regarde quels sont les résultats aujourd'hui de l'économie française, que je compare à l'économie allemande, je vois que de mois en mois, nous perdons des parts de marché alors que nos voisins allemands en gagnent. Donc voilà, le bilan global, le bilan à la fois économique, le bilan social, le bilan des déficits, est un bilan absolument catastrophique. De cela, il pourrait un peu rougir. Est-ce que, selon vous, les Européens dans leur ensemble et les Français en particulier devraient travailler plus? C'est le sens d'une intervention récente de votre champion, Dominique Strauss-Kahn, comme patron du FMI. C'était à Francfort vendredi dernier, devant les banquiers. En tout cas, il faut qu'ils accroissent leur productivité et qu'ils innovent dans les nouvelles technologies. Vous voyez, moi je regarde d'assez près ce que donne l'évolution de la Chine. On a beaucoup de relations entre les entreprises lyonnaises et les entreprises chinoises. Et je vois qu'il y a encore 4 ou 5 ans, ils étaient, comme on le disait, l'usine du monde. Mais qu'aujourd'hui, ils sont sur toutes les technologies modernes, les technologies vertes, et que par exemple le photovoltaïque en France, en général ce sont des panneaux chinois que l'on pose. Donc ça, ce n'est pas très bon. Il faut faire un effort d'innovation, d'inventivité, si on veut garder justement notre haut niveau de salaire et de protection sociale. François Fillon également, évidemment, a mis en garde contre les progrès incessants de la Chine aujourd'hui. Vous êtes inquiet, Gérard Collomb, d'une France qui vivrait encore dans une bulle. J'ai vu que ce serait le thème d'un livre que vous allez publier au début de l'année prochaine. À qui est-ce que vous faites la leçon? À personne. Je demande simplement... Vous l'avez entendu. D'abord par vos camarades socialistes. C'est pas un livre qui porte forcément sur le PS, il y aura une partie sur le Parti socialiste. Ce que je constate, c'est qu'en général, on fait en France, dans le débat national, comme si on était entre nous et qu'il n'y ait pas d'interférence, d'interdépendance avec ce qui se passe au niveau international. Et moi, le principal critique que je fais aujourd'hui à Nicolas Sarkozy et à travers lui au Premier ministre, c'est de considérer que tout se passe encore au niveau gouvernemental en oubliant l'Europe d'une part, les territoires d'autre part, la société civile plus largement. Mais le livre, ce sera bien comme titre... Et si la France s'éveillait. S'éveillait, c'est cela. J'ai lu ça dans Le Progrès récemment. On a l'impression quand même que vous faites d'abord la leçon aux socialistes, parce que d'essayer les yeux des Français sur ce qui se passe vraiment dans le monde, vous avez cité la Chine, François Fillon également, c'est ce que fait le gouvernement, non? Non, mon premier chapitre est consacré exclusivement
tout seigneur, tout honneur, à Nicolas Sarkozy. Bon, et donc, dans Nicolas Sarkozy, je dénonce le jacobinisme qui, aujourd'hui, persévère, alors que nous sommes dans une société où, effectivement, on ne peut plus gouverner de manière jacobine, mais où l'on est dans une économie